Pour cette première séquence, nous allons parler du modèle économique, de l'économie qui concerne les commissaires de justice. Parce que les commissaires de justice, ce sont à la fois des professionnels libéraux, mais aussi des chefs d'entreprise. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Benoît Santoire, bonjour. Vous êtes donc président de la Chambre nationale des commissaires de justice. Georges Goliot, bonjour. Vous êtes vice-président de la Chambre nationale. Et Yasmina Benyaya, bonjour. Vous êtes directrice stratégie et opération chez EY. Avant de débuter tous ensemble notre discussion, on va faire le point sur la situation en images. Depuis 3 ans, l'économie de la profession a repris une trajectoire croissante. La profession a ainsi obtenu la revalorisation des actes pénaux, des tarifs civils et de l'aide juridictionnelle. Le partenariat Vigic a été lancé et se traduit déjà par plus de 5000 badges commandés et près de 4 millions d'ouvertures de portes. De nouveaux constats par commissaire de justice, les constats 360 degrés et les constats de conformité locative ont été déployés. Et la profession dispose désormais de 2 nouvelles activités accessoires, l'entremise immobilière sur les biens gérée par les commissaires de justice exerçant l'activité d'administrateur d'immeubles et la vérification des comptes de gestion des majeurs protégés. En 2024, l'enquête menée par le cabinet EY a permis d'évaluer et de rationaliser le modèle économique de la profession en couvrant 90% du territoire national. En juillet 2025, la procédure de saisie des rémunérations est transférée à la profession. À la clé, de nouveaux actes et une nouvelle fonction, celle de commissaire de justice répartiteur. Alors, on vient de voir cet état des lieux. Georges Goliot, vous êtes en charge du pôle économique de la Chambre nationale. Dans quel état se trouvait la profession en 2022 ? En 2022, on sort vraiment du Covid. La profession connaît une baisse de chiffre d'affaires historique, moins 25%, des revenus en baisse de 35%, 13% des professionnels sous le seuil de pauvreté, et nous témoigne à la fois de beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'espoir. L'une de nos difficultés est que nous avons très peu de remontées économiques. Et peu de remontées économiques engendrent une perte de confiance des pouvoirs publics auxquels nous ne pouvons pas présenter des chiffres véridiques sur la situation économique de la profession. Un travail du bureau va être mis en place pour pouvoir convaincre tous les confrères de nous faire cette remontée. Et grâce à cette remontée, on va connaître le succès que nous connaissons. L'autre donnée de cette période est qu'un certain nombre d'institutionnels ont abandonné les offices par un manque de matière qui leur est adressé, je pense notamment aux créances sociales. Et puis une inquiétude qui est sous-jacente, c'est celle des ex-commissaires-priseurs judiciaires pour lesquels le rapprochement va devenir effectif et qui ont également besoin d'être en confiance vis-à-vis de la Chambre nationale. Alors Yasmina Benyaya, je me tourne vers vous. Vous avez fait une radiographie en fait complète de la profession. Quelles sont les caractéristiques structurantes d'hier et d'aujourd'hui ? Alors, ce que je retiens, moi, de cette nouvelle profession, qui a évidemment des racines très ancrées, c'est que c'est une profession en mouvement, résiliente et qui se réinvente sans cesse. En 3 ans, la profession a réussi, entre autres, à se forger une identité propre et à se faire connaître davantage du grand public. Alors, évidemment, il reste encore des défis à relever pour continuer à optimiser et continuer à pérenniser le modèle économique, mais nous y reviendrons. Aujourd'hui, je voulais vous partager 3 nombres, 20, 50, 90. 20, parce que 20% des sondés dans notre étude ambitionnent une association. Et on semble, comme ça, se diriger davantage vers un modèle avec des structures de grande taille plutôt que de petites structures. 50% des offices pour qui l'intégration de l'intelligence artificielle est le besoin le plus exprimé en matière de digitalisation. Et donc une profession qui se tourne véritablement vers l'innovation. Et enfin 90% des professionnels qui dans notre étude semblaient encore un peu inquiets avec comme enjeu principal l'enjeu de maintien et de renforcement de la rentabilité. Mais des offices très clairement tournés vers l'avenir et des offices qui ont une idée très claire également des défis à relever. Le tournant du numérique évidemment, l'enjeu de formation initiale et continue pour maintenir la qualité de service, l'enjeu de recrutement des collaborateurs qualifiés et enfin l'enjeu d'attractivité et d'image de la profession pour cette fois attirer les jeunes. Et des offices qui peuvent compter sur leurs collaborateurs qui ont également remonté dans notre étude une note de satisfaction globale de plus de 7 sur 10. Benoît Santoire, de votre côté, vous avez défendu auprès des pouvoirs publics des mesures fortes pour améliorer la situation économique de la profession. Quel accueil vous avez eu ?
Un accueil plutôt favorable. Nous avons réussi à construire un dialogue extrêmement positif, constructif avec les pouvoirs publics sur des sujets très importants. La revalorisation de nos tarifs, très anciens pour certains. Le tarif pénal 2002 n'avait pas été revu. Le tarif civil, bien évidemment, et le tarif de l'aide juridictionnelle depuis 1973. Et nous avons essayé de démontrer notre qualité de tiers de confiance à travers de nouveaux sujets comme la réforme de la saisie des rémunérations, par exemple, ou de nouvelles activités accessoires, la vérification des comptes de tutelle, mais également l'activité d'intermédiation immobilière. Alors, Georges Golliot, on a entendu que les commissaires de justice, ils avaient des singularités économiques très fortes. Quelle trajectoire depuis 2022 ? Moi, je lis deux trajectoires parallèles reliées. La première est une trajectoire de conformité. Aujourd'hui, cette conformité s'exprime au niveau de la réglementation, à commencer par celle qui s'applique à la Chambre nationale, par un règlement intérieur qui prévoit des clauses d'engagement contrôlées par des délégués tirés au sort parmi l'Assemblée, en amont du contrôle des commissaires aux comptes. Je vois également l'adoption de règles favorisant la démocratie par le suffrage universel qui a été instauré au sein de l'hémicycle. Il faut compléter ces démarches de mise en conformité par ce qui s'impose à nos confrères à travers le code de déontologie, les règles professionnelles, et puis des précisions statutaires issues de l'ordonnance du 8 février 2023 ou du décret du 14 août 2024. Enfin, on peut noter une obligation à venir concernant la mise en conformité au regard des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Parallèlement à cette conformité réglementaire, on assiste à une conformité territoriale que l'on a souhaitée à travers la signature d'une convention avec Vigic pour pouvoir accéder aux immeubles et sécuriser nos significations et qui porte aujourd'hui sur près de 4 millions d'actes. Une conformité liée à la CVO, la contribution volontaire obligatoire, qui est prévue par l'article 17-1 de l'ordonnance de 2016 et qui nous permettra demain d'avoir l'outil pour asseoir le maillage territorial, et la trajectoire d'attractivité de la profession. Grâce à cette conformité, les pouvoirs publics nous ont permis d'accéder à un certain nombre de nos demandes, s'agissant notamment de l'attractivité économique de la profession. C'est, comme l'a rappelé Benoît Santoire, l'augmentation des tarifs civils, pénales, aide juridictionnelle, mais également la tarification d'actes et de formalités qui jusqu'à présent ne l'étaient pas. Et enfin, un tarif s'agissant des actes et formalités relatifs à la déjudiciarisation de la saisie des rémunérations, qui prend en compte à la fois le coût pertinent, mais également la nécessité d'une marge, et même 13,5 millions au titre des frais de transfert. Cette attractivité, bien sûr, elle est complétée par l'octroi de nouvelles matières, comme l'a rappelé le Président, activités accessoires, entre autres, qui sont déterminantes pour certains offices, notamment qui sont situés en zone rurale. Alors Yasmina Benyani, on voit que toutes ces mesures, ça met la profession dans une espèce de sprint permanent. Vous observez quelle trajectoire ? De mon point de vue, en tout cas dans l'étude qu'on a eue, deux trajectoires. La première option en tout cas qu'on souhaite tous éviter et que ce rapprochement effectué mette à mal la confraternité, la qualité du service rendu, accentue la concurrence, fragilise le modèle et in fine le maillage territorial. Alors évidemment, face à ce scénario très pessimiste, de nombreux leviers. On peut en citer 4. La revalorisation des tarifs réglementés, le support aux stratégies de croissance, l'accompagnement à la digitalisation et l'accompagnement à la diversification. Et on l'a vu, de nombreux leviers ont d'ores et déjà été mis en place. Au départ, ce rapprochement, effectivement, était plutôt mal accueilli, mais on l'a vu également, la profession a su et va continuer à faire de ce rapprochement un succès, en tout cas, c'est ma conviction. On l'a vu également dans notre étude, un certain nombre d'offices ont déjà profité de ce rapprochement pour élargir leur offre de services et ainsi accroître leurs opportunités de développement. Le tournant du numérique, par ailleurs, et notamment l'intelligence artificielle, évidemment primordiale, et les commissaires de justice, comme tous les professionnels du droit, et pas que d'ailleurs, vont et sont impactés par l'intelligence artificielle et vont pouvoir en tirer profit. L'adaptation des processus, l'adaptation de la relation client, l'adaptation de la formation initiale et continue, etc., vont devoir s'accélérer et vont devoir s'accentuer. Les pouvoirs publics et les instances représentatives ont évidemment un rôle primordial à jouer dans toutes ces transformations, tant pour les professionnels évidemment, mais également pour le système judiciaire et in fine pour le contribuable.
Alors Benoît Santoire, on le voit bien, dans l'ensemble la profession elle a repris des couleurs, mais dans le détail, ça donne quoi et comment vous voyez l'avenir? Alors oui, la profession va mieux. Moins d'1 milliard en 2019 de chiffre d'affaires global. Nous sommes passés à 1,4 milliard d'euros en 2024. Pour autant, il reste et il subsiste des inégalités pour certaines consoeurs, certains confrères, et particulièrement dans les milieux semi-ruraux, dans les milieux ruraux. Et c'est pour cette raison que nous avons mis en place cette contribution volontaire obligatoire qui va nous permettre d'aider les jeunes consoeurs et les jeunes confrères en difficulté dans ces milieux. Merci à vous trois. On va à présent écouter une question que vous adresse un délégué de la Chambre nationale. Qu'apporte concrètement la réforme du SCT à l'économie de la profession? Georges Bolliot, la réponse est pour vous. Merci. Alors concrètement, le SCT est un système de compensation des transports qui n'avait pas été revalorisé depuis 2014. Donc la décision du Conseil d'État qui a annulé l'arrêté qui organisait le SCT nous a donné l'occasion d'aller voir les pouvoirs publics pour leur dire très concrètement, aujourd'hui on a une difficulté relative au remboursement de nos frais de transport. Ce dialogue qui s'est instauré a permis le gain d'1,73 € par acte. Aujourd'hui la profession fait à peu près 8,5 millions d'actes. Sur ces 8,5 millions, 2,6 millions sont dématérialisés, 5,9 millions sont effectués avec un transport. C'est donc 10 millions d'euros qui sont directement injectés par cette augmentation dans la profession. Et puis au-delà de ça, il y a eu en avancée très concrète la possibilité pour les constats, pour les actes qui ne sont pas tarifés, de bénéficier d'une facturation des frais de transport sur l'indemnité kilométrique par exemple. Cette possibilité-là, qui est offerte à la profession, c'est 3 millions d'euros. À cela s'ajoute la diminution des frais de gestion pour 1,5 million. Donc si on cumule le tout, directement, c'est entre 13 et 15 millions d'euros qui sont réinjectés dans la profession. Donc voilà l'avancée réelle, d'un point de vue quantitatif, d'un point de vue qualitatif. On peut peut-être saluer la lisibilité du SCT à travers 3 règles simples. 1 km parcouru égale 1 km indemnisé. En cas de structure multi-office, le point de départ pour le calcul de la distance est celui de l'office qui se situe le plus en proximité. Et enfin, en cas de signification à plusieurs destinataires, seule la distance qui sépare l'office du destinataire le plus éloigné est prise en compte.